Bonjour tout le monde. Donc, on va continuer avec les muscles et le tissu musculaire. Et maintenant, on va voir la section 9.4 qui s'intitule Les neurones moteurs provoquent la contraction des myocytes squelettiques. Alors, ça va être un petit peu compliqué, mais on va aller tout doucement. Donc, objectif d'apprentissage, c'est détailler la structure de la jonction entre le nerf et le muscle. Donc, la jonction neuromusculaire et expliquer comment les myocytes se contractent en décrivant les événements qui s'y produisent. Ensuite, décrire les événements du couplage excitation-contraction. Et en fin de compte, décrire les étapes du cycle des ponts d'union. Donc, on commence avec la première partie. OK? 9.4.1 qui parle de généralité et récapitulation. Hmm. Rappelez-vous que les contractions d'un muscle squelettique sont volontaires. Ok. Supposons que vous décidez de saisir votre téléphone portable. Pour ce faire, vous devez aller devoir contracter votre biceps. Cette décision sollicite beaucoup de neurones dans votre cerveau, mais la contraction d'un muscle squelettique se résume à l'activation de quelques neurones moteurs se trouvant dans la moelle épinière. C'est avec les neurones moteurs que le système nerveux relie les muscles squelettiques et leur ordonne de se contracter. Jusqu'à présent, pas de problème. OK? Les neurones et les myocytes sont des cellules excitables. C'est même la caractéristique de ces deux cellules. Et si on se rappelle les caractéristiques d'une cellule vivante, vous avez la contractilité, l'excitabilité, la croissance, tout et tout. OK? Pour les tissus nerveux, c'est surtout l'excitabilité, tandis que pour les muscles, c'est l'excitabilité et, euh, et la contractilité. Donc, on continue. Les neurones et les myocytes sont des cellules excitables. Autrement dit, ils réagissent aux stimulus externes en changeant leur potentiel de repos de membrane. Donc, rappelez-vous que toutes les cellules ont un potentiel de repos de la membrane, c'est-à-dire que leur membrane plasmique a un voltage. Ok, ceci est dû que les charges électriques ne sont pas les mêmes de part et d'autre de la membrane. Chaque variation importante du potentiel de membrane correspond à un signal électrique appelé potentiel d'action, parfois nommé influx nerveux, qui se propage rapidement sur de longues distances de la cellule. Donc, lorsque vous avez cette différence de charge électrique de part et d'autre, chaque bord dans la membrane, non? On parle de potentiel de repos. Maintenant, quand ce potentiel-là va varier, OK, on va appeler ça un potentiel d'action et ça correspond, c'est un son petit courant pour gain. On l'appelle encore influx nerveux. En général, ce signal ne passe pas directement d'une cellule à l'autre. Il doit plutôt être converti en un signal chimique, c'est-à-dire un messager chimique appelé neurotransmetteur qui diffuse dans le petit espace séparant les cellules excitables. Sous l'effet de ce signal, ces cellules émettront un nouveau potentiel d'action et le propageront plus loin. Le neurotransmetteur que les neurones moteurs utilisent pour ordonner aux muscles squelettiques de se contracter est l'acétylcholine ou ACH. Donc, pour moi, qui genre, neurotransmetteur là pour retransmettre le potentiel, pour déclencher le potentiel d'action. Et on fait une petite révision. Bon, peut-être que pour vous, c'est pas une révision. Et donc, on va aller tout doucement. Canaux ioniques. Pour que le potentiel de membrane change et déclencher ainsi le potentiel d'action.
Pour que le potentiel de membrane change rapidement dans les neurones et les cellules musculaires, il faut que les protéines des canaux de la membrane s'ouvrent et se ferment pour laisser passer certains ions qui vont changer le voltage de la membrane. Donc, si nous songeons à faire cellules-là, la membrane, les échanges peuvent se faire par l'intermédiaire de canaux, OK? Mais ces canaux-là, ce sont des protéines. Deux classes de canaux ioniques jouent un rôle important dans l'excitation et la contraction du muscle squelettique. Les canaux ligands dépendants, OK, sont des canaux ioniques dont l'ouverture dépend de la liaison d'un messager chimique, par exemple un neurotransmetteur. Les canaux ioniques de cette classe créent des changements locaux peu importants dans le potentiel de membrane, comme nous le verrons un peu plus loin. Les récepteurs de l'acétylcholine constituent un exemple de canaux ligand dépendant. Un récepteur de l'acétylcholine, ou récepteur ACH, est une protéine qui se trouve dans la membrane plasmique et qui agit à la fois comme récepteur et comme canal ionique. OK? Et vous avez un tout petit schéma là qui vous montre justement le canal ligand dépendant. Autrement dit, faut qu'il y ait un produit, et dans ce cas-là, c'est l'acétylcholine, qui va venir tacher, qui va venir relier avec la protéine qui sert de canal ionique. OK? Et ça va provoquer l'ouverture de ce canal ionique. Et une fois qu'il est ouvert, on va avoir des ions qui vont pouvoir entrer et sortir. OK? Donc, ça, c'est le premier canal que nous avons, le premier qui est le canal ligand dépendant. Deuxième type de canal que nous avons. Et si, ouais, si on voit bizarre, c'est parce que c'est à cause de la poussière qui est dans l'air, justement. OK? La poussière du Sahara. Les canaux voltage dépendants sont des canaux ioniques dont l'ouverture et la fermeture dépendent des variations du potentiel de membrane. OK? Ils sont indispensables à tous les potentiels d'action. Dans les myocytes du muscle squelettique, le changement initial du potentiel de membrane est créé par des canaux ligands dépendants. Plus précisément, les canaux ligands dépendants provoquent une dépolarisation locale, ça veut dire une diminution du potentiel de membrane qui incite les canaux voltage dépendants à créer un potentiel d'action. Donc, nous avons deux canaux. Nous avons les canaux, bon, deux canaux ligands dépendants. Par contre, ici, en créole, si on dit un canal de canaux, bon, les canaux ligands dépendants qui vont initier la dépolarisation, OK? Et les canaux voltage dépendants qui peuvent perpétuer la dépolarisation. OK? Alors, si nous oublions dépolarisation en salier, c'est que normalement, de chaque côté de la membrane, on a un signe électrique différent. Par exemple, dans cellule cas négatif et dehors cellule cas positif. La dépolarisation qui s'allie, il peut changer signe. OK? C'est-à-dire, en dedans qui est négatif avec positif, dehors qui est positif avec négatif. Mais c'est sur une toute petite partielle de la membrane et dépolarisation, ça, il peut passer de antipathie membrane à l'autre. Donc, c'est ce qu'on va voir. Maintenant, on va voir la petite partie qui est l'anatomie des neurones moteurs et la jonction neuromusculaire. OK? Donc là, on avait vu les canaux ioniques. Donc, dans le chapitre ça, on a regardé qui gêne là pour exciter fibre musculaire. Pour un bagaille que nous gagnons,
pour qu'on neurotransmetteur, parce que l'excitation va pas fait directement. Neurotransmetteur que j'ai utilisé là, c'est acétylcholine. OK? Deuxième bagaille, OK? OK? Que va provoquer ces neurotransmetteurs? Il va provoquer l'ouverture de canaux ioniques, donc des canaux qui permettent tout, des particules qui sont chargées électriquement, c'est ça, un ion de passer. Nous avons deux. Celui qui va initier, d'après ça, on dit là, OK, ce sont les canaux ligands dépendants. Donc, acétylcholine va obliger venir sous canal là et va provoquer son ouverture. Et les canaux voltage dépendants eux-mêmes, OK, c'est lorsque on a le commencement de la dépolarisation, donc, on parle d'une variation dans le voltage et c'est ça qui va provoquer ouverture ou fermeture de ces canaux. Donc, on a vu le neurotransmetteur, le canal. Maintenant, nous avons l'anatomie des neurones moteurs et de la jonction neuromusculaire. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans dans cette jonction neuromusculaire et qu'est-ce qu'il y a dans ce neurone moteur. Donc, les neurones moteurs qui activent les myocytes sont appelés neurones moteurs somatiques ou neurones moteurs du système nerveux somatique. Somatique, c'est le corps, c'est ce qu'on a, nous avons conscience de lui. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute volontaire. Ces neurones moteurs se situent principalement dans la moelle épinière, sauf ceux qui déservent les muscles de la tête et du cou qui se trouvent dans l'encéphale. OK? Et ces neurones moteurs vont être responsables de la fabrication des nerfs crâniens. Donc là, on parle des nerfs et rachidiens. Chaque neurone possède un prolongement filiforme appelé axone qui s'étend du corps cellulaire situé dans la moelle épinière au myocyte qu'il dessert. OK? Les axones quittent la moelle épinière et se rendent groupés en air jusqu'aux cellules musculaires qu'ils desservent. Donc, on voit de quoi le nerf, c'est une partie, on avait vu ça déjà, le nerf, c'est une partie sensitive et une partie motrice. Donc là, on voit, OK, à quoi sert la partie motrice. Elle est formée d'un axone qui va relier la moelle épinière, le corps cellulaire qui se trouve dans la moelle épinière, avec la fibre musculaire. À son entrée, donc c'est l'axone maintenant, hein, à son entrée dans le muscle, l'axone de chaque neurone moteur se divise en de nombreuses branches de façon à pouvoir desservir plusieurs myocytes. Lorsqu'il atteint un myocyte, chacune de ces branches se ramifie à son tour en de multiples télodendrons qui sont des ramifications terminales. OK? Un ensemble de télodendrons constitue une jonction neuromusculaire ou terminaison neuromusculaire reliée à un seul myocyte. Donc, on a dit de voir la page 443. OK, on va à la page 443. OK, et on voit ici les télodendrons. Donc, nous avons structure d'un neurone moteur. OK, on voit bien le corps cellulaire et on voit l'axone qui se termine par les télodendrons. OK, attends, pour tourner côté D. Chaque myocyte
Donc, la cellule musculaire, hein. Chaque myocyte ne possède qu'une jonction neuromusculaire placée à peu près en son milieu. Chacun des télodendrons d'une jonction neuromusculaire porte à son extrémité un corpuscule terminal, donc les petits pointes, qui a la forme d'une protubérance aplatie et où sont logées les vésicules synaptiques. OK? Petit sac membraneux contenant un neurotransmetteur, l'acétylcholine. OK? Donc, chaque télodendron, nous tous autres télodendrons, d'une jonction neuromusculaire porte à son extrémité un corpuscule terminal, OK, qui a la forme d'une protubérance aplatie et qui s'en apprend la donne des vésicules synaptiques. Qui sont vésicules synaptiques rayées? Ce sont de petits sacs membraneux contenant un neurotransmetteur, l'acétylcholine. Un corpuscule nerveux terminal peut renfermer 300 000 vésicules synaptiques, chaque vésicule contenant elle-même 10 000 molécules d'acétylcholine. Le corpuscule nerveux terminal et le myocyte sont très proches l'un de l'autre, mais ils sont séparés par un espace de 50 à 80 nanomètres appelé fente synaptique. OK? Et on va voir ça à la figure 9.7. OK? Cette fente est remplie de substances gélatineuses extracellulaires riches en glycoprotéines et en fibres de collagène. OK? Donc, allons voir où se trouve ce fameux schéma de 9.7. OK? Donc, 9.7, étape menant à la contraction d'un muscle squelettique. Et là, nous avons le nerf, alors l'axone, le télodendron, avec le corpuscule, avec l'extrémité aplatie. Et ici, nous avons la partie musculaire. OK? Donc, le myocyte. Et on voit bien que nerfs et muscles ne sont pas reliés, ils sont séparés par la fente synaptique. On voit ici. OK? Donc, nous avons bien le télodendron et les vésicules contenant de l'acide, euh, de la CH. OK? Et ici, nous avons les mitochondries qui vont fournir l'énergie nécessaire. OK? On retrouve les canaux ici. OK? Le haut, on voit l'axone moteur qui va se diviser en plusieurs branches. Et, OK, cette partie-là, on n'est pas encore à la physiologie puisqu'on était à l'anatomie. OK? On se rappelle, c'était anatomie des neurones moteurs et de la jonction neuromusculaire. La partie du sarcolème du myocyte, qui forme un creux et où se trouve la jonction neuromusculaire, présente de très nombreux replis. Ce sont ces replis jonctionnels aux fentes synaptiques secondaires, accroissent la superficie de la région où le neurone rejoint le myocyte, OK, région appelée plaque motrice. Donc, là où le neurone rejoint le myocyte, on appelle ça la plaque motrice, dans laquelle se trouvent des milliers de récepteurs membranaires de l'acétylcholine. OK? En somme, la jonction neuromusculaire est constituée par l'extrémité d'un neurone, les corpuscules nerveux terminaux, est une partie d'une cellule musculaire, les replis jonctionnels séparés par la fente synaptique. Donc, on avait les replis, je reprends encore, je rappelle pour les replis. Ici, nous avons la partie du myocyte avec les replis.
OK? Donc, repli jonctionnel du sarcolème. Sarcolème, c'est le cytoplasme du myocyte. OK? Donc, ça, on était à la partie anatomique. Donc, on a vu les différentes parties qu'il y a. Petite vue d'ensemble. La figure 9.7 représente l'essentiel d'une contraction musculaire et la divise en 4 séries d'étapes que nous allons décrire successivement. Donc, on commence à aller dans la physiologie. 1. Événement à la jonction neuromusculaire, OK, qui est mieux développé dans le Zoom 9.1. Le neurone libère de l'acétylcholine qui stimule le myocyte squelettique, ce qui provoque une dépolarisation locale, c'est-à-dire une diminution du potentiel de membrane appelé potentiel de plaque. On va dans 1, événement à la jonction neuromusculaire. OK? Et on vous donne séquence des événements lors d'une contraction. OK? Donc, dans ce schéma-là, vous avez le système nerveux, vous avez la moelle épinière, et dans cette moelle épinière, vous avez le corps cellulaire qui reste dedans et qui envoie un axone pour former le nerf rachidien moteur. OK? Et vous avez, à la fin de ce nerf, les boutons terminaux qui sont arrossis jusqu'à arriver à ça. Donc, l'événement maintenant. Un neurone moteur lance un potentiel d'action qui se propage le long de son axone. Là. Donc, il envoie un potentiel d'action qui se propage le long de son axone. Donc, c'est là nous y est pour l'instant. Ensuite, ça passe. Le corpuscule nerveux, et là, on est ici maintenant. Le corpuscule nerveux terminal du neurone libère de l'acétylcholine dans la fente synaptique. Donc, nous avons les vésicules qui, par exocytose, vont libérer l'acétylcholine. Que fait l'acétylcholine? L'acétylcholine va se lier au récepteur du canal ionique qui est ligand dépendant. OK? Donc, l'acétylcholine se lie au récepteur situé sur les reprises jonctionnelles du sarcolène, ici. OK? Et la liaison de l'acétylcholine provoque une dépolarisation locale appelée potentiel de plaque. OK? Ça, c'était le numéro 1. Numéro 2, l'excitation du myocyte. Bon, le potentiel de plaque déclenche un potentiel d'action qui longe tout le sarcolème. Donc, il va longer toute membrane. Et c'est mieux, on va revoir ça à la page 334. Donc, numéro 2 là, mais moi, j'ai besoin au verbal. Donc, numéro 2, excitation du myocyte, et c'est mieux, ouais, c'est mieux vu dans la figure 9.8. Donc, on voit ce qui se passe. Après, ça n'a pas de façon plus détaillée. La dépolarisation locale, potentiel de plaque, déclenche un potentiel d'action dans le sarcolème adjacent. Donc, potentiel de plaque, qu'est-ce que ça a provoqué? Un potentiel d'action dans le sarcolème. OK? Donc, la cellule nerveuse excitée va provoquer, OK, l'exocytose de l'acétylcholine qui, elle, va provoquer un potentiel de plaque. OK? Et ce potentiel de plaque va déclencher un potentiel d'action dans le sarcolème adjacent. 3, couplage, excitation, contraction. OK? Donc, le RS libère du calcium. Donc, on a découvert ça. OK? Couplage, excitation, contraction. Le potentiel d'action qui longe le sarcolème se propage ensuite dans les tubules transverses et provoque la libération du calcium, des ions calcium, OK, dans les citernes terminales du RS. OK?
Le calcium est le déclencheur final de la contraction. Il est le messager interne qui fait la liaison entre le potentiel d'action et la contraction. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui ont potentiel d'action, beaucoup de gens qui ont contraction de la fibre musculaire. Sous l'effet de l'union du calcium et de la troponine, les sites de liaison de, les sites de liaison à la myosine présents sur l'actine se découvrent, ce qui permet aux têtes de la myosine de se lier à l'actine. Numéro 3 et numéro 4, cycle des ponts d'union. Le muscle se contracte grâce à la répétition de ce cycle d'étapes qui provoque le glissement des myofilaments les uns sur les autres. Donc, c'est le cadre qui est montré là. Noël sans schéma. OK, mais on cherchera les vidéos après. Événement à la jonction neuromusculaire. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu là? On avait vu les généralités et récapitulation. Là-dedans, on avait vu l'anatomie de la jonction, OK, avec une vue d'ensemble. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ça marche? Donc, on voit les événements à la jonction. Qu'est-ce qui se passe à la jonction neuromusculaire? Comment un neurone stimule-t-il un myocyte squelettique? Et là, ça, nous sommes obligés de regarder le zoom 9.1, OK, qui est ce zoom-là. Donc, on va regarder dans le schéma, et après ça, on a retourner dans le texte. Donc, les événements se produisant à la jonction neuromusculaire. On vous dit de regarder l'animation, par contre, si fois ça, animation, à vler, marcher, ah, nous voir, ça marche. OK? Il y a le son est là, OK. Euh, DJ Ababon. Donc, la contraction musculaire, partie 1, les événements à la jonction neuromusculaire. Les effets nerveux et potentiels d'action émis par le cerveau ou la molécule déclenchent la contraction musculaire. Le potentiel d'action se propage de d'un moteur jusqu'à une fibre musculaire sélective. On appelle jonction musculaire le site où un neurone moteur excite une fibre musculaire squelettique. Cette jonction est une synapse chimique constituée de se déroule selon une séquence.
OK. Donc, c'est bien, médecine, il fait ton l'autre genre, donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, on a vu ça étape par étape dans la vidéo. Maintenant, on peut revoir, on va voir ça dans le livre. Donc, quand un potentiel d'action, OK, atteint de concentration qui sort, c'est-à-dire l'influx nerveux. Quand l'influx nerveux, OK, va, il passe d'un nerf et il arrive à la jonction. Quand un potentiel d'action atteint une jonction neuromusculaire, l'acétylcholine, pardon, est libérée. Quand elle se lie au récepteur du sarcolemme, l'acétylcholine produit un changement dans la perméabilité du sarcolemme. On avait vu parce que ça a provoqué l'ouverture de certains canaux qui génèrent une variation de potentiel de membrane. Donc, l'axone du neurone moteur, vous avez le télodendron où on va retrouver le corpuscule nerveux terminal de la jonction neuromusculaire. Et là, vous avez la fibre musculaire qui est la cellule musculaire dans laquelle on retrouve les ligaments d'actine et de myosine. Donc, que va-t-il se passer? Le potentiel d'action arrive, OK? Donc, c'est numéro un. Le potentiel d'action atteint le télotendon et le corpuscule nerveux terminal des neurones moteurs. Ces petites flèches rouges, ça. Qu'est-ce que ça provoque? L'ouverture des canaux à sodium. Les canaux, pardon, à calcium. Les canaux à calcium voltage dépendant, OK, s'ouvrent. Les canaux calcium entrent dans le corpuscule, les ions calcium entrent dans le corpuscule nerveux terminal puisqu'ils se déplacent en suivant leur gradient de concentration. OK, donc, ils plus concentré dehors qu'à l'intérieur, donc, ils vont rentrer en suivant leur gradient de concentration. Ça, c'est 3, c'est 2. 3 maintenant. Que vont provoquer ces ions calcium? L'entrée, comme on l'a vu sur la vidéo, l'entrée des ions calcium provoque la une coupure de courant. Voilà. Donc, exocytose. D'abord, exocytose de l'acétylcholine, donc des coupures de courant, coupure d'Internet. OK? Et 4, cette acétylcholine va diffuser dans la fente synaptique et venir se lier au récepteur du sarcolemme, que l'on voit ici. 5, OK? On a déjà vu ça dans le précédent schéma. OK? La lésion de l'acétylcholine, ici, OK, provoque l'ouverture des canaux ioniques qui permettent le passage simultané du potassium et du sodium vers l'extérieur. Donc, du sodium vers l'intérieur du myocyte et du potassium vers l'extérieur.
il y a plus d'ions, comme on a vu sur le schéma, dans la vidéo, il y a plus d'ions sodium qui entrent que d'ions potassium qui sortent, ce qui provoque une variation locale du potentiel de membrane appelé potentiel de plaque. OK? Et en 5, on va avoir la dégradation du neurotransmetteur et la dégradation enzymatique d'acétylcholine par l'acétylcholinestérase de la fente synaptique, ainsi que il y a l'autre qui va le diffuser, qui va le sortir, OK? Ainsi que sa diffusion hors de la jonction mettant fin aux effets du neurotransmetteur. Donc, l'acétylcholinestérase va dégrader l'acétylcholine, OK? Et ceci va provoquer plus d'acétylcholine, ça provoque la fermeture du canal ionique. OK? Aucune circulation d'ion. OK? Donc voilà ce que le zoom me donne. Donc, m'estimer que zoom là assez explicite. OK? Donc, on va pouvoir lire ça plus rapidement. Donc, comme un neurone, donc en fait, quand tu apprends en 3 fois, hein. Comme un neurone moteur simple stimule-t-il un myocyte squelettique? Le zoom 9 et la vidéo illustrent étape par étape les événements qui se produisent à la jonction neuromusculaire. Examiner et extendre cette page avant de poursuivre votre lecture, c'est ce qu'on a fait. Donc, les événements qui surviennent à la jonction neuromusculaire entraînent une variation du potentiel de membrane qui rend l'intérieur du sarcomère moins négatif. C'est ce qu'on appelle la dépolarisation. On dit qu'il se dépolarise. Cette dépolarisation locale est appelée potentiel de plaque. OK? Ce potentiel de plaque se propage au sarcolème adjacent et déclenche un potentiel d'action. Aussitôt après s'être lié au récepteur de l'acétylcholine se dissocie en acide acétique et en choline, ces constituants grâce à l'acétylcholinestérase qui est un enzyme. C'est ça qui finit par ASE, un enzyme situé dans la fente synaptique. Une fois l'acétylcholine détruite, la contraction du myocyte cesse et ne peut avoir lieu de nouveau en l'absence de stimulation nerveuse. Par la suite, les constituants retournent à l'intérieur de la terminaison axonale pour reformer et reforment l'acétylcholine. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo. OK? Déséquilibre homéostatique, la myasthénie. De nombreuses toxines, drogues et maladies peuvent perturber les événements qui se déroulent à la jonction neuromusculaire. OK? Par exemple, dans la myasthénie, donc il y a myo, qui veut dire muscle, a, sang, sténos, force. Donc ça veut dire muscle, sang, force. Est une maladie auto-immune. Autrement dit, c'est une maladie côté, c'est comme on a capcasé tête. OK? Donc, dans laquelle le système immunitaire de l'organisme s'attaque à ses propres cellules. OK? Donc, c'est une maladie auto-immune qui détruit les récepteurs d'acétylcholine dont le nombre devient insuffisant. Elle se manifeste par la chute des paupières supérieures, qu'on appelle ptosis, la perception des deux images pour un seul objet. OK? Donc, on va fixer, là, regarder chaque jet décider l'indépendant. OK? C'est ce qu'on appelle la diplopie. Et une difficulté à mastiquer, à avaler et à parler, ainsi qu'une faiblesse, une fatigabilité musculaire. Le traitement consiste à administrer des immunosuppresseurs et des produits qui inhibent l'action de l'acétylcholinestérase. C'est ce que l'on appelle la myasthénie. Donc, on a fini de voir ce qui se passait. Maintenant, euh, au niveau de la plaque neurale, maintenant, on va voir la production d'un potentiel d'action de part et d'autre du sarcolème. Parce que jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais arriver à la contraction de la fibre musculaire, hein. On a vu ce qui va déclencher la contraction de la fibre musculaire. Donc, production d'un potentiel d'action de part et d'autre du sarcolème. Maintenant, examinons de plus près les événements électriques qui déclenchent un potentiel d'action le long du sarcolème. OK? Pour provoquer la contraction, c'est-à-dire le glissement des fibres d'actine et de myosine. OK?
Comme toutes les membranes plasmiques des cellules, le sarcolème au repos est polarisé. C'est-à-dire que chaque bord, OK, comme on le voit, ainsi un voltmètre indiquerait qu'il y a une différence de potentiel voltage de part et d'autre de la membrane. Lorsque vous n'avez pas les mêmes charges électriques de chaque côté de la membrane, on appelle ça un potentiel d'axe. On appelle ça une différence de potentiel. OK? Et que l'intérieur de la cellule est négatif par rapport à la surface extérieure de la membrane. Ça veut dire que la membrane, la surface extérieure est positive. Le potentiel de repos de la membrane est décrit, bon, on va continuer ma vidéo pour lui. Le potentiel d'action est le résultat d'une suite prévisible de phénomènes électriques qui, une fois déclenchés, se propagent sur toute la longueur du sarcolème. Le déclenchement et la propagation d'un potentiel d'action se fait en trois étapes. OK? Donc, on voit maintenant la contraction musculaire, donc le déclenchement et la propagation d'un potentiel d'action se fait en trois étapes. Un, production d'un potentiel de plaque. Deux, dépolarisation du potentiel de plaque et repolarisation. Vous arriver dans la contraction, non? Mais toujours au niveau de la plaque. La figure 9.8 illustre ces trois étapes. C'est-à-dire que la figure 9.9 montre un tracé des variations de potentiel de membrane qui en résultent. OK? On décrira les potentiels d'action plus en détail au chapitre 11, dans le chapitre 9 qu'on y a. OK? Donc, voyons figure 9.8 et figure 9.9. Figure 9.8. Résumé, donc on a déjà résumé des événements survenant au cours de la production et de la propagation du potentiel d'action dans un myocyte squelettique. OK? Donc, tout ça, nous t'évoquons déjà, et puis la flèche rouge nous montre ce que ça va provoquer. OK? Donc, entrée du calcium, libération de l'acétylcholine qui sort par exocytose, qui vient se fixer au niveau des canaux ioniques, et tout ça va provoquer, OK, la dépolarisation. OK? Donc, là, c'est au niveau du sarcolème. Et que va-t-il se passer au niveau du sarcolème? Donc, un, c'est génération du potentiel de plaque. OK? Le potentiel de plaque provoque une vague de dépolarisation qui se propage au sarcolème adjacent. Et puis après, OK, comment cette dépolarisation se fait? Ouais, flèche là, qui ça qui va le passer là? OK? Donc, nous avons deux types de canaux, deux types de canaux différents. OK? Canal à sodium, voltage dépendant, et dans le schéma, ça est ouvert. Canal à potassium, voltage dépendant, qui sont fermés. OK? Et on vous montre la flèche qui indique que ça passe là, au fur et à mesure, la passer de l'autre côté. OK? Maintenant, regardez les signes. Ici, on se rappelle, on avait dit qu'à l'intérieur de la cellule, c'était négatif et à l'extérieur, positif. Donc, ouais, c'est le contraire. Donc, les pôles ont changé, on appelle ça une dépolarisation. C'est-à-dire que là, dépolarisation a pour corriver. Donc, cette dépolarisation va se propager le long de la membrane du sarcolème. OK? Donc, dépolarisation, génération et propagation du potentiel d'action. La dépolarisation du sarcolème entraîne l'ouverture des canaux à sodium, à ion sodium voltage dépendant, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Cela permet l'entrée du sodium suivant son gradient électronique. Donc, ça veut dire que, et comme à l'intérieur, il était négatif,
Potassium là, qui est positif pour rentrer. Mais le positif est attiré par le négatif. Donc, c'est suivant son gradient électronique. Une fois qu'un certain voltage est atteint dans la membrane, un potentiel d'action, c'est-à-dire que le potentiel là, il va bouger, ça que le potentiel d'action, le rete la plaque là, c'est potentiel de plaque, un potentiel d'action est généré. On dit donc amorcé. Le potentiel d'action se propage et s'étend aux régions adjacentes du sarcolemme et il provoque l'ouverture des canaux, OK, à sodium, voltage dépendant. Ion sodium, voltage dépendant. Il se répand dans toutes les directions du sarcolemme comme un caillou lancé dans l'eau produit des ondes dans toutes les directions. OK? Et puis 3 maintenant. Donc, vous avez eu la dépolarisation, ou des moins là plus là. On va voir la repolarisation. Comment se fait la repolarisation? Et sur le schéma, on voit bien que le résultat, c'est la repolarisation. Pourquoi? Retour du sarcolemme à son état initial de polarisation, c'est-à-dire négatif à l'intérieur, positif à l'extérieur. La vague de repolarisation se produit quand les canaux à sodium se ferment, OK? Il y a une protéine qui vient fermer là, OK? Ou encore, ils sont désactivés et les canaux à potassium qui étaient fermés, ouais, là où il y a deux petits bagailles qui étaient fermés, OK? Et au pas encore, OK? Donc, les canaux à potassium, voltage dépendant, s'ouvrent. Étant donné que la contraction de potassium est nettement plus élevée à l'intérieur de la cellule que dans les liquides extracellulaires, le potassium diffuse rapidement hors du myocyte suivant son gradient de concentration. OK? Parce que son plus qui va sortir, je vais note plus sûr. Donc, mais ça, c'est le gradient de concentration. OK? Donc, est nettement plus élevé. Le potassium diffuse rapidement hors du myocyte, ce qui rétablit la charge négative habituelle du sarcolemme au repos. Donc, c'est la repolarisation. OK? Et si vous mettez un voltmètre, on peut voir toutes les phases. Donc, lorsque vous avez l'ouverture des canaux sodium, va provoquer la dépolarisation. On était à moins 90 et on arrive à plus 30. Ça arrive jusqu'à un pic. Ce pic-là provoque la fermeture des canaux et l'ouverture des canaux à sodium et l'ouverture des canaux à potassium. Et à ce moment-là, l'entrée du potassium, plutôt la sortie du potassium à l'extérieur de la cellule, va provoquer la repolarisation. Donc, on va passer de plus 30 et retourner à moins 90. Et à moins 90, on va voir la fermeture des canaux à potassium. Et ça, c'est le tracé d'un potentiel d'action qui montre les changements d'état des canaux à sodium et à potassium. OK? Donc, on va voir ça de façon, on va retourner côté de production d'un potentiel d'action de part et d'autre du sarcolemme. OK? Donc, maintenant, examinez de plus près les événements électriques qui déclenchent le potentiel d'action le long du sarcolemme. OK? C'est ce qu'on avait vu, comme de toutes les membranes plastiques des cellules, le sarcolemme de repos est polarisé, mais on comprend mieux. Ainsi, un voltmètre, c'est petit barre que nous avons qui était montré schéma. Ainsi, un voltmètre indiquerait qu'il y a une différence de potentiel, voltage de part et d'autre de la membrane.
OK? Et que l'intérieur de la cellule est négatif par rapport à la surface extérieure de la membrane. Le potentiel de repos de membrane est décrit au chapitre 3. Bon, les potentiels d'action le potentiel d'action est le résultat d'une suite prévisible de phénomènes électriques se propage toute la longueur, qui, une fois déclenché, se propage toute la longueur du cercle polaire. Le déclenchement et la propagation du potentiel d'action se font en trois étapes: production du potentiel de plaque, dépolarisation du potentiel de plaque et repolarisation. Donc, ce qu'on vient de voir, ça, ce sont les figures 9 et 8. Et on continue maintenant. Pendant la repolarisation, on dit que le myocyte est en période réfractaire parce qu'il ne peut plus être stimulé tant qu'il n'est pas entièrement repolarisé. Remarquez que la repolarisation ne rétablit que l'état électrique propre à la phase de repos polarisé. OK? Les pompes à sodium-potassium qui utilisent l'ATP rétablissent les concentrations ioniques de la phase de repos. Mais des milliers de potentiels d'action peuvent se produire avant que le déséquilibre ionique, qui caractérise la dépolarisation, n'entrave l'activité contractile. Donc, ça veut dire qu'on peut le réfractaire. Côté, euh, euh, la cellule musculaire n'est pas excitable. OK? Parce que il faut que la repolarisation ou recommence à moins à l'intérieur et plus à l'extérieur, mais ce n'est pas avec les mêmes ions. OK? C'est ça qui fait donc que la repolarisation ne rétablit que l'état électrique propre à la phase de repos polarisé. OK? Tandis que la pompe à sodium-potassium, qui utilise de l'ATP, donc qui demande de l'énergie, rétablit les concentrations ioniques de la phase de repos, où on avait beaucoup plus d'ion potassium à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur. Donc, la pompe à sodium-potassium va le remettre tout ion en place après la repolarisation. Une fois avancé, le potentiel d'action ne peut être arrêté. Il mène à la contraction de la cellule musculaire. Donc, pourquoi j'aimerais contraction? On avait vu ça avec les fibres d'actine-myosine. OK? Bien que le potentiel d'action dure quelques millisecondes seulement, la phase de contraction d'un muscle peut durer 100 millisecondes ou plus, c'est-à-dire beaucoup plus longtemps que le phénomène électrique qu'il a déclenché. Parce qu'il faut beaucoup plus de temps pour transporter activement les ions calcium vers l'intérieur du RS que pour les faire ressortir de celui-ci. OK? Et bon, pour vidéo pas trop longue, n'a pas campé là. Dans la prochaine vidéo, on va voir le fameux couplage excitation contraction. Donc, à tout de suite pour la prochaine vidéo. Donc, oui, ça fait pratiquement 1 heure de temps.